Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur ce webinaire consacré au financement public. Euh, Michel et Valentine vont se présenter. Moi, je suis Jean-Charles Simon, j'anime le cabinet Simon Associés. Et parmi nos solutions, nos offres, nos outils, nous avons cette solution aide publique en relation et en partenariat avec mes aides publiques Infogreffe. Michel, présentez-vous. Merci Jean-Charles de cette introduction. Donc, Michel Struc, président de mes aides publiques. Pour la petite histoire, moi j'ai une formation d'avocat, je devais être avocat fiscaliste et je n'ai pas prêté serment consacré à ce projet. Au début, on recensait les aides fiscales et on a élargi à toutes les aides publiques, de sorte à ce qu'on ait plus de 10 000 aides publiques, subventions, appels à projets, aides fiscales, etc. Donc ça, on y reviendra en détail tout à l'heure. Et donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec le cabinet Simon Associés, représenté par Jean-Charles et Valentine. Valentine, je t'en prie. Bonjour à tous, nous sommes donc ravis de vous proposer ce webinaire aujourd'hui. Donc, je suis avocate collaboratrice chez Simon Associés, notamment au sein des départements numérique et innovation, pour lequel on s'intéresse beaucoup au financement public pour les entreprises. Très bien. Moi, je vais faire une brève introduction. Pourquoi ce webinaire? Alors d'abord, d'une manière générale, un premier constat. Le constat, c'est que finalement, les entreprises ont de plus en plus de mal à s'y retrouver, à identifier les bonnes aides publiques qui peuvent leur permettre de se financer dans des conditions peut-être plus satisfaisantes que d'autres et que celles qui sont habituellement connues. Pourquoi? Parce que d'une part, on constate un manque d'exhaustivité et c'est la raison pour laquelle notre partenariat avec mes aides publiques est intéressant. Quand vous regardez ce que vous trouvez sur le net par les URSSAF, les services fiscaux ou d'autres, vous avez environ 2000, 3000 aides dans le meilleur des cas qui sont recensées. Ici, vous avez 10 000 aides disponibles sur le site avec les solutions qui sont proposées. Ensuite, on constate évidemment une complexité de la mise en œuvre. Quand l'entreprise veut le faire elle-même, il y a des dossiers à présenter, il y a des pièces à fournir, c'est toujours, ça prend du temps et c'est vrai que c'est ce qui rebute aussi parfois les entreprises. Et puis d'une manière générale, une réticence des entreprises à faire appel à leurs interlocuteurs habituels pour essayer de développer ces offres. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple de trouver le bon angle et de trouver le bon interlocuteur pour les développer. Alors, pourquoi le financement public est-il intéressant? Finalement, pourquoi ce webinaire? Le financement public comme vous le voyez sur la slide, c'est méconnu alors qu'il fait partie finalement, et il faut le prendre comme tel, comme l'une des trois grandes catégories de financement. On a le financement en bas de bilan, hein, c'est la dette bancaire, le financement en haut de bilan. Le plus souvent, c'est des augmentations de capital, c'est pas toujours très satisfaisant. Puis, il y a le financement public qui se situe entre les deux. Et ce financement public, il est intéressant par rapport au financement haut de bilan ou bas de bilan. Pourquoi? Parce que à l'inverse du financement en haut de bilan, le financement public, comme son nom l'indique, il n'a aucune conséquence sur la répartition du capital. Il n'est pas, comme on dit, il n'est pas dilutif. Et puis, par ailleurs, à la différence du financement souvent en bas de bilan, la dette bancaire, le financement public, il est certes subordonné à diverses actions, mais il est accordé sans garantie personnelle du dirigeant et dans certains cas d'ailleurs, beaucoup parlent de quasi fonds propres. Alors, pourquoi et comment intégrer le financement public dans une stratégie de financement? Je pense qu'il y a plusieurs réponses. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que le financement public, il s'adresse à des organisations, quel que soit leur stade de développement. L'entreprise est en démarrage, elle est en développement, ça permet également de valoriser le capital. Par ailleurs, ce type de financement permet parfois de compléter ou de financer des projets que les banques ou les investisseurs privés ne sont pas toujours en mesure de financer. Bon, et c'est vrai que le financement peut porter sur des études de faisabilité, sur du recrutement, sur des investissements matériels et immatériels, une prospection à l'export. On connaît bien les solutions de financement et de subvention de BPI. Ça peut être aussi des besoins en fonds de roulement, mais en tout cas, c'est un palliatif ou en tout cas une alternative, plus exactement, à des financements de projets que les banques ou les investisseurs ne veulent pas forcément financer.
Par ailleurs, le financement public, par sa structure même, il pèse moins sur les cash flows de l'entreprise que d'autres types de financement, qu'il s'agisse de subventions, d'avances remboursables ou de prêts. Et toutes ces solutions bénéficient souvent de différés de remboursement importants de 12 à 36 mois en règle générale. Et puis surtout, l'intérêt également, c'est que le financement public peut varier de quelques milliers d'euros, quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'euros, mais aussi quelques millions d'euros, que l'entreprise d'ailleurs soit rentable ou non, parce que ça n'est pas toujours une exigence pour le financement public. Donc au bout du compte, de nombreux dispositifs existent, principalement au niveau régional, au niveau national et européen, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, l'intérêt étant de pouvoir les identifier. Maintenant, comment intégrer le financement public non dilutif, donc, dans sa stratégie de financement? Là, il faut de par la nature même du financement, de par des conditions dans lesquelles ce financement est obtenu, je crois que le premier conseil qu'on peut donner, c'est qu'il faut y consacrer le même temps, les mêmes efforts, la même énergie que pour un financement plus classique, haut ou bas de bilan. Pourquoi? Parce que de la même manière, dans la plupart des cas, surtout lorsque vous allez chercher non pas forcément des financements locaux, des financements plus régionaux, lorsqu'on va aller chercher des financements nationaux ou même à l'Europe, parce que l'Europe dispose d'énormément de financements et d'aides qui sont souvent méconnus. Je terminerai par une anecdote. Eh bien, il faut convaincre ses interlocuteurs de la pertinence du projet, du prévisionnel, de la capacité de remboursement. Bref, comme n'importe quel type de financement ou bas de bilan, qu'on s'adresse à un investisseur ou qu'on s'adresse à un banquier, les deux maîtres mots sont séduire et convaincre. Et pour le financement public, c'est la même chose, il faut séduire et convaincre. Donc, pour en terminer, que faut-il faire? Anticiper, bien sûr, en préparant un dossier dès qu'on a un peu de fonds propres, car souvent, vous savez que le financement public, c'est 1 euro de fonds propres pour 1 euro d'aide. Et donc, le capital apporté ou les moyens mis en œuvre au départ sont importants. Il faut bien sûr s'informer sur les dispositifs existants. Et ça, c'est une solution comme celle qui vous est proposée aujourd'hui, qui est exposée aujourd'hui. C'est une bonne solution pour le faire dans des conditions de coût qui sont très satisfaisantes. Il faut formaliser son projet. Et je crois que le plus important, parce que c'est finalement là où on s'use le plus, c'est se faire accompagner. Alors, je termine par une anecdote. Se faire accompagner, je donne toujours cet exemple qui m'amuse, mais en même temps qui est révélateur. Je parle des marins pêcheurs corses. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais en Corse et je parlais avec des marins pêcheurs qui me disaient qu'ils entendaient parler d'aides, que beaucoup avaient des aides, mais qu'on voyait jamais ces aides, qui étaient essentiellement des aides pour le coup à l'époque, des aides européennes. Ce dossier, on a mis plusieurs mois à le monter. Ça a été des dizaines de coups de téléphone, ça a été plusieurs rendez-vous, ça a été des interlocuteurs qui nous présentent un interlocuteur, qui nous présente un interlocuteur, etc. Ça a été un dossier qui a été présenté et au bout au bout de tous ces mois, finalement, une belle subvention qui a été obtenue au niveau d'un crédit européen et qui a permis à ces pêcheurs de pouvoir construire leur bateau dans des conditions satisfaisantes. Ils ont été contrôlés, recontrôlés, enfin tout ça s'est très bien passé. Seuls, ils n'auraient rien fait. Ils n'auraient rien fait, ils se seraient usés parce que aller au niveau européen pour essayer d'obtenir ces aides, c'est extrêmement compliqué. Là, ils l'ont fait dans des conditions satisfaisantes, ils ont obtenu satisfaction. C'était il y a quelques années, on n'avait pas l'outil. Et on n'avait pas l'outil qu'on a aujourd'hui. Et je pense que ce qui est intéressant dans ce qui va vous être présenté, je vais laisser maintenant la parole à Michel et à Valentine, c'est finalement que l'outil aujourd'hui permet de recenser des dizaines de milliers d'aides, de le faire de manière simple, sécurisée. Ensuite, il reste à monter les dossiers, mais c'est ce qu'ils vont vous expliquer. Et j'interviendrai ponctuellement en fonction, si c'est nécessaire, au cours de cette présentation. Merci. Je laisse la parole à Michel, c'est ça? Merci Jean-Charles. Alors, avant, je pense que tout le monde se pose la question, sans trahir le secret professionnel, combien d'aides ont-ils obtenu ces marins pêcheurs pour construire le bateau? Est-ce que je ne sais pas si vous avez le droit de le dire? Non, c'était une seule et unique aide. Non, il y a eu il y a une seule origine d'aide. Il y avait une seule source d'aide à l'époque.
Une source d'aide, ok. En tout cas, merci beaucoup pour avoir introduit le sujet et vraiment évoqué les principales thématiques des aides publiques. Donc, on va essayer, nous, avec Valentine, d'avoir une certaine posture pédagogique pour vraiment essayer d'avoir une méthodologie de recherche de ces aides-là. Avant ça, moi, je vais vous exposer vraiment le contexte du marché. Aujourd'hui, vous l'avez sûrement déjà constaté, je vois que vous êtes 49. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions en cours de route, et les écrire dans le chat, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Aujourd'hui, les banques sont frileuses, elles ne prêtent plus, il y a vraiment un contexte de récession et le tout avec un contexte de remboursement du PGE, donc il est beaucoup plus difficile d'accéder au financement privé et c'est la même chose côté levée de fonds qui se durcissent, donc on a plusieurs exemples qu'on peut voir dans la presse. Nous qui sommes en relation avec beaucoup d'incubateurs, ça se traduit également au niveau des startups auprès des incubés. D'un autre côté, les entreprises, il y a une vraie nécessité de se transformer avec tous les types de transitions numériques pour les sociétés plus traditionnelles, énergétiques, écologiques. On a aussi une diversification des sources d'énergie qui arrive dans ce contexte-là avec cette volonté de se transformer et le contexte inflationniste. Donc, on voit pour y répondre de plus en plus d'aides qui se retrouvent sur le marché. D'ailleurs, pour la petite minute juridique, il faut savoir que les aides publiques sont interdites en France parce qu'il y a une liberté d'entreprendre qui va à l'encontre. Et donc, c'est par exception que sont mis en place au niveau européen des régimes dérogatoires qui sont après retraduits en France pour créer ces aides publiques-là, ce qu'on appelle donc les règlements d'intervention. Sachant que voilà, ça c'est une partie des sources, on a plusieurs types de sources, vous pouvez les retrouver dans la loi, mais voilà, tout est décidé au niveau européen avec ces régimes dérogatoires à la règle de principe qui est la liberté d'entreprendre. Aujourd'hui, on a aussi un vrai besoin des entreprises à être accompagnées parce que, voilà, on l'a dit, c'est compliqué de trouver les aides, c'est un vrai maquis, on a plus de 10 000 financeurs publics, si on prend toutes les communautés de communes, les départements, les régions, l'Europe, les agences nationales. Voilà, donc ça, on va essayer de les détailler un peu plus tout à l'heure. Mais donc, il y a une vraie volonté. On retrouve des entreprises qui sont autonomes, qui vont faire tout seules, mais la plupart cherchent à être accompagnés, qu'on leur fasse gagner du temps, que ce soit au niveau de la recherche, de l'identification des aides, qu'au niveau du montage, avec de l'assistance ou carrément de la délégation totale du montage dossier. Donc voilà, je vais repasser la main à Valentine qui va plus vous parler des aides publiques concrètement, à quoi ça correspond sur le marché. Concrètement, les aides publiques, en chiffres, de quoi on parle? On parle de 157 milliards d'euros qui sont attribuables chaque année aux entreprises. Prenons l'exemple de la start-up Hydratis. Hydratis, c'est une solution de pastilles d'hydratation qui sont notamment vendues en pharmacie. Je vous interromps 2 secondes. Valentine, excusez-moi, excusez-moi tous, je vous interromps 2 secondes. Simplement, sur ces 150 milliards, 7 milliards d'aides publiques, sachez qu'actuellement, immédiatement disponibles en France, il y a plus de 10 milliards d'aides publiques qui sont actuellement à Bercy et qui ne sont pas distribuées. Juste que vous connaissiez le chiffre, parce que les 150 milliards, ça recouvre des aides locales, des aides régionales, des aides nationales, ça recouvre beaucoup d'aides. À Bercy, actuellement, il y a plusieurs milliards d'euros qui sont en attente d'être distribués. Ça peut paraître étonnant, mais c'est ainsi. Excusez-moi, Valentine, de vous avoir interrompu. Pas de souci. Et c'est du fait de ces montants, c'est une réelle opportunité aujourd'hui à saisir pour les entreprises, comme donc la start-up Hydratis qui propose des solutions d'hydratation vendues en pharmacie. Donc à ce jour, elle a obtenu via des financements publics plus de 230 000 euros, principalement en subvention et avec la BPI qu'on connaît tous très bien puisque c'est un acteur majeur du financement public en France aujourd'hui. Mais c'est pas fini. Elle est actuellement en train d'être en processus pour avoir de nouvelles aides publiques. Donc, il s'agit d'une réelle opportunité de financement avec des gros montants. Sachant qu'en plus, pour rebondir un peu là-dessus, là, on a pris l'exemple le plus caractéristique, c'est-à-dire la startup qui fait de l'innovation, mais qui a aussi la fabrication d'un produit, pour le coup, qui est un produit lié au domaine de la santé. Les aides publiques de startup, déjà l'innovation, c'est une thématique parmi 15. Pour voilà, vous avez une idée de toutes les autres thématiques comme la création, l'investissement matériel, immobilier, ressources humaines, etc. Et la startup, c'est un public cible, pareil, parmi une dizaine. Donc c'est un sous-genre de sous-genre.
Voilà, pour que vous ayez un ordre d'idée, on va essayer d'élargir un peu ces catégories. Et pour aussi éviter l'idée reçue comme quoi les aides publiques ne sont que pour les créations et les startups. Non, au contraire, c'est une thématique parmi plusieurs. Tout à fait. Donc, Et aujourd'hui, on va commencer, on a décidé d'organiser ce webinaire dans un ordre chronologique en suivant le processus que chaque entreprise doit suivre pour obtenir des aides publiques. Donc avec la détection des aides, ensuite l'obtention et après, parce qu'il y a un après, et ensuite parler de retour d'expérience. Donc pour commencer avec la détection des aides publiques. Quelles entreprises sont éligibles aux aides publiques et pour soutenir quel type de projet? Il est important de comprendre que ces aides publiques ne sont pas réservées à une élite ou à certaines catégories d'entreprises, comme Michel l'a souligné, les startups. L'innovation n'est qu'un pan parmi tant d'autres, où il n'y a pas non plus que les marins pêcheurs corses qui peuvent en bénéficier. Au contraire, elles offrent des opportunités à toutes les entreprises, et ce, quelle que soit leur taille et à chaque étape de leur vie. Donc, elles constituent ainsi un levier puissant qui leur permet de soutenir divers aspects de leur activité. Elle s'adresse aux entreprises de toute taille, allant des micro-entreprises aux grandes entreprises. Donc, vous pouvez être une PME ambitieuse ou une entreprise établie à la recherche de nouvelles opportunités. Les aides publiques peuvent vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs. Ça peut être la transition écologique, la transformation numérique, de l'optimisation fiscale, des besoins en recrutement ou plus généralement un besoin global en trésorerie. Il existe de nombreux types d'aides publiques qui peuvent prendre différentes formes, telles que des subventions, des prêts à taux avantageux, des avantages fiscaux ou des partenariats avec des organismes publics, des appels d'offres. Chaque type d'aide répond à des besoins spécifiques de l'entreprise et peut être utilisé pour différents projets. J'en cite d'autres tels que l'innovation, la recherche et le développement, des investissements immobiliers, de la formation. Donc, vous l'aurez compris, des projets très diversifiés peuvent être financés via ce moyen. Il est essentiel de souligner que les aides publiques sont conçues pour être accessibles à toutes les entreprises, et ce, quel que soit leur secteur d'activité. On vous a donné un exemple avec le secteur de la santé, mais vous pouvez être dans le domaine de la technologie, de l'industrie, du commerce ou des services. Il existe des dispositifs spécifiques qui peuvent vous aider à concrétiser vos projets. Donc en conclusion, pour cette partie, les aides publiques offrent des opportunités précieuses à toutes les entreprises et elles sont un moyen de renforcer votre compétitivité, accélérer votre croissance et réaliser des projets ambitieux. Donc il serait dommage ainsi de passer à côté de l'occasion de bénéficier de ces ressources financières spécialement conçues pour vous aider à soutenir vos projets. Et je passe donc à l'importance de les identifier. Nous allons nous concentrer ici sur l'importance de connaître les organismes qui les proposent. Pour maximiser vos chances d'obtention de ces financements, il est indispensable de comprendre leurs intérêts et leurs visions. Les acteurs clés. Dans le paysage des financements publics, il existe de nombreux organismes sur différents niveaux, local, régional, national et européen. Et chacun de ces acteurs a ses propres objectifs et critères de sélection. Donc, il faut se plonger dans la vision des organismes proposant les aides publiques pour être en mesure de comprendre leurs intérêts et leurs attentes. Qu'ils cherchent à promouvoir l'innovation, à stimuler l'emploi local ou à soutenir la transition écologique, ou même à favoriser la compétitivité économique, il existe de nombreux objectifs stratégiques et chaque acteur en a des spécifiques. Donc, en s'alignant sur leurs priorités, vous augmentez vos chances d'obtenir leur soutien financier. Cela a un autre avantage, c'est l'avantage de rester informé des nouvelles aides disponibles. En temps réel, les objectifs évoluent et de nouvelles opportunités de financement peuvent en émerger. En établissant des contacts et des relations solides avec ces acteurs clés, vous serez donc en première ligne pour découvrir les dernières aides qui pourraient correspondre à vos besoins et à vos projets. Vous favoriserez ainsi l'obtention des aides. Je rajoute peut-être un petit point sur ce que tu dis. Donc en effet, sur la partie aujourd'hui, si je suis une entreprise et que je cherchais une aide publique, vers qui je vais me tourner? Et là, c'est ce qu'on vient de voir, il y a plein d'acteurs. Là, on a 5 catégories, et donc chaque catégorie, pareil, retrouve ses acteurs. Soit du plus local, on va de la communauté de communes, les métropoles, les départements, après on va aux régions. Puis au niveau national, on a des agents comme par exemple le CNC, la BPI, l'INPI aussi qui propose certaines aides. Et on va jusqu'au niveau européen avec voilà, des aides européennes. Et donc voilà, moi je veux une aide, comment je fais aujourd'hui pour les retrouver? Donc je suis obligé d'aller sur chacun des sites aujourd'hui
pour savoir où se trouvent les aides. Il existe une initiative de l'État qui s'appelle Aide-Entreprise, qui recense aujourd'hui 2000 aides, qui essaie de faire un propre regroupement. Son fonctionnement, c'est il met à disposition leur outil des financeurs, et leurs financeurs, par le volontariat, vont remplir les aides. Nous, aujourd'hui, on en recense 10 000, ce qui montre que c'est complètement lacunaire. On a une autre initiative des CCI qui s'appelle lesaides.fr, qui a exactement le même fonctionnement et qui recense pareil 2000 aides. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, si je veux rechercher une aide, je suis obligé d'aller sur chacun des sites et pouvoir regrouper l'information, sachant que chaque site a ses propres critères, donc ça implique de réinventer la méthodologie et ce qui implique surtout énormément de temps dans cette recherche. Donc, identifier les aides est vraiment un parcours du combattant aujourd'hui. C'est là où nous on intervient. On intervient avec une agrégation de toutes ces sources et la possibilité de filtrer avec des filtres communs qui sont automatiquement remplis avec un SIRET. Et donc là, ce qui permet, lorsque l'outil est bien utilisé, de gagner un temps énorme, notamment quand il est utilisé par un avocat qui est formé sur l'outil pour faire gagner du temps sur les aides publiques. Et une fois qu'on a identifié les aides, c'est l'étape suivante que va vous présenter donc Valentine. Juste une question, je vous interromps une seconde. Parce que je pense que ça peut intéresser sur le sujet, on voit que la plupart des sites référencent entre 2 à 3 000 aides, vous en référencez 10 000. Est-ce que ce qui fait l'augmentation du nombre, c'est le fait que le champ des aides est beaucoup plus large, local, départemental, régional, national, européenne? C'est ça qui fait que le champ est plus étendu? Ou bien est-ce que c'est aussi, parce que j'imagine que c'est un peu des deux, est-ce que c'est aussi parce que l'utilisation de l'outil numérique qui va définir les aides à partir, si j'ai bien compris, d'un code APE et d'un SIRET, est-ce que c'est l'outil et l'algorithme que vous utilisez qui performe plus et qui fait que c'est l'outil qui vous aide et non pas uniquement l'humain qui va chercher l'origine de l'aide? On n'avait pas préparé cette question, excusez-moi de la poser comme ça, mais je me dis que d'autres doivent se la poser. Il n'y a pas de problème. Là-dessus, nous, il y a un premier travail de recensement. Et pourquoi aujourd'hui c'est mal recensé? C'est vraiment les trous dans la raquette. La raquette, aujourd'hui, propose tout, communauté de communes à l'aide européenne, mais on a 100, je crois, 200 communautés de communes sur les 10 000. Pareil pour les départements, pareil pour les régions. En fait, si, ça propose tout, mais tout est lacunaire. Donc, on est obligé de combler les trous. Même la BPI, qui est censé être un des acteurs principaux qui alimente notre site aide d'entreprise, ne met pas toutes ces aides sur les entreprises. Et donc, on est obligé de les récupérer directement auprès de la BPI, avec qui on a un partenariat, pour pouvoir être exhaustif. Et donc, c'est nous ce travail-là qu'on fait. On va boucher les trous de la raquette. Et ensuite, une fois qu'on a bouché les trous, on a en effet appliqué un algorithme. Et pour ça, nous, on a une stratégie. On a été incubé à Télécom Paris pour notre innovation et notre R&D pour qu'on puisse ressortir les meilleurs résultats en fonction de critères. Donc, le SIRET, c'est un point de départ, mais on a d'autres critères, notamment la filière qui va permettre d'aller plus loin dans la recherche des aides. Si je prends par exemple des sièges pour avions, mon code NAV, ça va être le textile, mais ma filière, l'aéronautique. Et je vais peut-être avoir des aides spécifiques dans ma filière. Et donc, on a plus de 40 filières qui sont référencées sur la plateforme et on va compléter ça avec d'autres critères qui sont vraiment spécifiques aux aides publiques. Et donc, l'algorithme est fait pour que quelqu'un qui soit à l'aise avec le sujet puisse être autonome ou qu'un avocat, un expert comptable, un conseiller puisse l'utiliser au bénéfice de son client qui n'a pas le temps de s'en occuper. Voilà. Merci beaucoup Michel pour cette présentation d'un outil qui nous est très utile. Et donc, une fois qu'on a recherché une aide, il est important de vraiment passer du temps sur la vérification de son éligibilité en fonction du montant de l'aide disponible et attribuable, en fonction de sa capacité d'endettement, de ses besoins, du contexte de financement. Et il faut vraiment ici faire un double travail, réfléchir à son besoin, aux besoins de l'entreprise, qu'est-ce qu'on veut réellement, de quoi on a le plus besoin, qu'est-ce qui va le plus nous aider, et vérifier vraiment son éligibilité au regard des critères d'obtention de l'aide, qui peuvent parfois se rajouter plus on ouvre le dossier, plus on découvre des critères. Donc il faut vraiment passer du temps sur ça et vérifier, parce que c'est une tâche très chronophage et il ne faut pas perdre du temps avec tout ça.
Ensuite, contacter les financeurs publics peut être une très bonne idée, déjà pour avoir une première approche avec eux, pour qu'ils connaissent votre entreprise, mais également pour vraiment se renseigner et confronter son projet à leur vision. Ensuite, on va passer du temps sur le montage du dossier avec les pièces justificatives et le détail de projet. Comme les aides publiques ne sont pas des aides dites attribuables de droit, il faut vraiment mettre en valeur et défendre son dossier en le confrontant aux attentes de l'organisme public proposant l'aide. Pour ça, je vais laisser la parole à Michel. Est-ce que vous m'entendez? Là, l'idée, c'est de savoir, OK, voilà, j'ai trouvé mes aides. Qu'est-ce que je vais vérifier pour que mon dossier soit éligible? Donc, il y a deux types de critères, des critères objectifs et des critères subjectifs. Critères, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même si je remplis tous mes critères objectifs, je peux quand même me faire refuser mon dossier parce que je ne vais pas répondre aux critères subjectifs qu'on va voir ensemble. C'est quoi les critères subjectifs? Donc, objectivement, je vais vous décevoir, mais je ne peux pas pouvoir dire tous les critères qui existent. Donc, on va peut-être se concentrer sur les règles d'or à connaître avant de se lancer, le minimum syndical. Donc, avoir des fonds propres suffisants. La règle qu'on dit généralement, c'est que pour 1 euro de fonds propres, ou quasi fonds propres, je vais détailler ce pour ceux qui ne connaissent pas forcément la différence entre les deux, on aura 1 euro de subvention. C'est-à-dire que si je veux faire une demande de 30 000 euros de subvention auprès de la BPI, il faut que moi, je puisse justifier de 30 000 euros de quasi fonds propres que j'ai déjà investi dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce que sont les fonds propres? Ça va être le capital social, les primes d'émission, on peut éventuellement avoir des obligations. On a bien sûr d'autres postes comptables, mais voilà, voici les principaux, hein, c'est capitaux propres et primes d'émission qu'on obtient donc suite à une levée de fonds. Et on parle de quasi-fonds propres parce qu'on a un cas particulier où on va pouvoir considérer des comptes courants d'associés comme des fonds propres. Parce que les comptes courants d'associés, vu que c'est une dette envers l'entreprise qui est exigible à n'importe quel moment, c'est pas une vraie garantie pour le financeur public. Alors qu'un fonds propre dans les capitaux, voilà, c'est une vraie garantie sur lequel, en cas de problème, on va pouvoir piocher dedans pour nous rembourser. Donc là, les quasi-fonds propres va permettre d'inclure des comptes courants d'associés parce qu'on va les bloquer pendant une certaine durée, en général 2 à 3 ans, avec le financeur public. Et c'est, pour être concret, hein, c'est souvent le cas des prêts d'honneur qu'on va faire en création. Donc le schéma habituel, c'est que je vais voir un organisme qui va me faire un prêt d'honneur, comme le réseau Entreprendre ou Initiative France, qui est un prêt à la personne du dirigeant et auquel on oblige le dirigeant à le reverser dans l'entreprise et à les bloquer. Donc on oblige le dirigeant, tu n'as pas le droit de toucher à tout compte courant pendant 3 ans. Et ça va te faire augmenter tes fonds propres. Et donc derrière, puisque je vais avoir plus de fonds propres, je vais pouvoir avoir plus de subventions. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc c'est pour ça qu'il y a un ordre qu'on suggère de respecter. On va d'abord demander le prêt d'honneur pour augmenter ses fonds propres, puis après la subvention, et après on va essayer de faire un prêt bancaire, puisque là la banque elle sera contente, puisqu'on aura un peu de trésor, un peu d'apport, et derrière on va pouvoir donc avoir un prêt bancaire pour 1 euro, voire parfois plus, 2, 3, pour la somme qu'on a dès l'entreprise qui cumule les quasi-fonds propres et les subventions. C'est ce qu'on vous a mis là, un prêt d'honneur, subvention, puis prêt bancaire. Ensuite, répondre aux conditions d'éligibilité. Donc là, c'est important de regarder le règlement d'intervention, donc tous les critères de l'aide. Et donc, ça peut être la forme sociale, ça peut être le code NAF, ça peut être les années d'existence. En général, on a moins de 3 ans, plus de 3 ans. La localisation, très important la localisation. On ne l'a pas mis, mais parfois, il est même exigé qu'en plus du lieu d'établissement, on exige que les dépenses soient réalisées dans le territoire du financeur pour qu'il y ait vraiment les retombées économiques sur le territoire du financeur public. Par exemple, voilà, j'ai une aide de la région, on va me dire, je veux que tes fournisseurs, que sur tes devis, il y ait l'adresse de la région. Il faut souvent fournir un business plan et un prévisionnel financier comme un prêt bancaire pour montrer la viabilité du projet. Ensuite, il faudra justifier les impacts du projet avec les intérêts du financeur. Alors ça, c'est à la fois objectif et subjectif. On en a parlé un peu avant. L'intérêt, c'est quoi? C'est le financeur public, qu'est-ce qu'il va financer? Il va financer, il a des intérêts, donc ce qu'il va financer, c'est ce qui va avoir des retombées sur son territoire, et comme je vous ai dit, économique, mais ça peut être aussi des retombées sociales, donc avoir un impact social au niveau, par exemple, de l'égalité homme-femme, de l'inclusivité, recruter des personnes en situation de handicap, en situation de précarité en termes de
de travail. Ça peut avoir des retombées aussi écologiques. Donc voilà, pouvoir avoir des économies d'énergie sur certaines machines, limiter voilà, l'utilisation du pétrole au profit de l'électricité. Et donc, c'est important de les mettre en avant. C'est ce qu'on appelle la thèse d'investissement. C'est là où on va expliquer aux financeurs publics en quoi notre projet va avoir un impact sur le territoire et on va essayer d'avoir un maximum d'impact sur toutes les thématiques. Si possible, on va regarder en amont les thématiques du financeur public et on va faire en sorte que ça colle parfaitement. Parce que si je vais sur le site de la région, on voit tout de suite, voilà, c'est quoi les grands sujets politiques de la région. Et donc, moi, je me fais ma checklist et je vais faire en sorte que mon histoire, elle corresponde bien. Et enfin, toujours demander les aides publiques à l'ouverture des enveloppes. Parce qu'ils ont un budget, tout à l'heure, Maître Simon vous a parlé de cette enveloppe de 10 milliards d'euros qui n'a toujours pas été versée. Bon, bah, pour chaque aide publique, il y a une enveloppe et le but, c'est d'aller à l'ouverture de ces enveloppes. Alors, il y a certaines aides qui sont très populaires et qui sont très vite épuisées et d'autres qui ne le sont pas. Et donc là, on peut peut-être postuler un peu plus tard. Mais dans la majorité des cas, nous, on vous invite à être au courant au moment de la sortie de l'aide pour ne pas se retrouver dans une situation où je ne vais pas pouvoir postuler à cause de la fermeture de l'enveloppe, on n'a plus de budget à distribuer. Donc pour les critères subjectifs, là, on va convaincre des personnes, un comité. Donc il faut derrière avoir bonne mine, premier point, avoir un bon contact et faire en sorte que notre projet et notre personnalité, notre équipe correspondent à ce qu'attend les financeurs, le financeur vers qui on va postuler. Donc, il faudra mettre en avant ses qualités, mettre en avant que le projet va arriver jusqu'au bout, valoriser son équipe et bien montrer la cohérence du projet et de l'équipe vis-à-vis du financeur public. Dans les critères subjectifs, il faut avoir aussi en tête qu'il y a ce qu'on appelle la jurisprudence orale, c'est-à-dire que les financeurs publics ont un pouvoir discrétionnaire sur le projet, même si on remplit, comme je l'ai dit, tous les critères objectifs, ils vont pouvoir refuser un projet parce que peut-être qu'ils ont sollicité, enfin ils ont accordé d'aide pour plein de projets similaires avant, qu'ils en ont marre, ils veulent plutôt privilégier un autre projet. Je pense notamment à des écolieux. Si voilà, j'ai eu 5 écolieux, voilà, j'ai plus de territoire à fournir, j'ai peut-être plutôt privilégié un autre projet qui n'est pas un écolieu mais qui remplit quand même les critères au détriment de ce énième écolieu qui arrive dans ma région. Et donc après, qu'est-ce qui se passe Valentine, c'est à toi, je t'en prie. Merci Michel. Donc après, donc là on se positionne à l'étape où on a obtenu l'accord de l'organisme pour l'obtention d'une aide publique. L'accord de cet organisme n'arrête pas, ne marque pas la fin du processus. Il ouvre simplement une autre étape. Nous positionnons ici. Cette étape peut être assez longue, notamment avec le délai de versement, le suivi des dépenses qui est à opérer. Le délai de versement peut être assez long, ce qui peut être frustrant pour les entreprises parfois. Le suivi des dépenses, il est à effectuer avec rigueur et la vigilance de l'entreprise quant à l'ouverture de nouvelles aides doit se faire dans un cadre plus général en continu. On vous parlait tout à l'heure de la start-up Hydratis qui a déjà bénéficié de 230 000 € de subventions et qui est en train de rechercher et d'être en processus pour l'obtention de nouvelles aides publiques. Donc c'est vraiment un processus continu qui doit rentrer dans la stratégie de financement de l'entreprise. Et ensuite, on voulait vous parler de retour d'expérience. Donc, étant donné que les aides publiques ne sont pas des aides dites de droit, on a insisté dessus, sur la mise en valeur du dossier et les nombreux paramètres qui peuvent influer sur la décision des organismes publics, avec les décisions politiques, la jurisprudence orale telle que l'a évoqué Michel, et l'enveloppe budgétaire. Il faut vraiment insister sur la mise en valeur de son dossier et maximiser ses chances d'obtention. Pour ce, il est souvent conseillé de faire appel à un conseiller, à un expert à qui vous allez pouvoir déléguer tout ou une partie du processus d'obtention. Et vous avez plusieurs intérêts à avoir recours à cet expert. Il connaît déjà le process, les organismes et il saura mettre en valeur votre dossier. C'est vraiment là sa valeur ajoutée. Et du fait de la subjectivité qui entoure l'obtention des aides publiques, il peut être intéressant pour les entreprises d'optimiser leurs chances d'obtention en déléguant cette tâche. D'autres intérêts rentrent également en compte, notamment le gain de temps des équipes, la tâche étant particulièrement chronophage. Vous pouvez aussi demander à un conseiller de mettre en place une veille et vous alerter au quotidien ou de manière mensuelle dès qu'une nouvelle aide sera disponible.
Donc ça vous permet d'éviter d'éplucher chaque organisme toutes les semaines à l'affût d'une nouvelle aide, simplement d'être notifié via un simple courriel, ce qui vous permet de gagner du temps. Au total, nous avons ici retranscrit 6 enjeux pour nous qui rentrent en considération dans votre choix de déléguer ou non le process, tout ou en partie, à un expert, que je vous ai résumé avec ces quelques mots. Mais écoutez, je pense que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Est-ce que peut-être Michel, Jean-Charles, si vous souhaitez rajouter quelque chose? Alors, il y a eu une question, il n'y en a eu Parfait. qu'une pour l'instant, qui était une question qui est intéressante, qui n'a pas vraiment trait à l'obtention directe de la subvention, mais aux conséquences de la subvention. La question posée est la suivante. Est-ce que lorsqu'une entreprise est en difficulté et elle obtient une subvention, est-ce que la responsabilité de celui qui octroie la subvention peut être engagée, alors que l'entreprise est en difficulté, si on a bien compris la question? Si on n'a pas compris, que la personne qui l'a posée la complète le cas échéant. Alors, oui, Oui, vous voulez dire quelque je chose, vous en prie. Michel? Alors, vous voulez dire quelque chose, Michel, ou pas? Avant que je réponde. Je réponde. Non, je vous en prie, je vous en prie. Bon. Alors, d'abord, ce que je pense, c'est que, comme tout, il y a le cas général et le cas particulier. Bon. Tout d'abord, je pense qu'il est très difficile d'obtenir une aide publique lorsque l'entreprise est en difficulté en tant que telle, hein. Si on reprend les critères, la plupart des critères communément admis, ça n'est pas possible en réalité. Bon. Puisqu'il faut fournir un certain nombre de pièces. Toute la question étant de savoir si l'entreprise en question est en état de cessation des paiements ou si sa situation est obérée. Si le dossier est correctement instruit et si l'entreprise n'est pas en cessation des paiements, ou si elle, plus exactement, si l'entreprise est en cessation des paiements et si sa situation est obérée, je pense qu'il lui sera très difficile d'obtenir un financement. Maintenant, on peut avoir une opération hybride dans laquelle un investisseur va reprendre l'entreprise en difficulté. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il reprendra l'entreprise en difficulté. Ça tombe bien qu'on ait posé la question, parce que je connais bien le droit des procédures collectives pour ceux qui, qui sont au courant. Donc, soit on reprendra l'entreprise dans le cadre de la procédure collective par une cession de titre en présentant un plan, soit on fera un plan de cession. Et dans les deux cas, lorsque le projet est sérieux, on peut obtenir des subventions complémentaires qui vont aider l'entreprise lorsque là, elle est certes elle est en redressement judiciaire, mais elle va sortir de son redressement judiciaire en présentant un plan, par exemple, ou lorsque l'entreprise va être cédée à un tiers, et là, c'est le tiers qui obtiendra l'aide. C'est possible, c'est assez courant, à vrai dire, lorsque on veut aider on l'a fait, j'ai des souvenirs dans la vallée de l'Arve, par exemple, où il y avait des industries qui devaient être soutenues et où effectivement on pouvait obtenir des subventions qui n'étaient pas d'ailleurs forcément des sommes, puisqu'il y a aussi des questions qui sont liées à la comptabilité publique, mais qui peuvent être par exemple des aides sous forme d'exonération de charges sociales, qui quelque part sont aussi des aides d'une certaine manière. Donc c'est possible, mais c'est possible dans un certain contexte, hein, et c'est possible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences éventuelles? Est-ce que lorsque une collectivité va ou une aide publique va être donnée de manière inconsidérée, quelles peuvent être les conséquences, alors que la situation de la société est obérée ou qu'elle n'est pas obérée, hein? En fait, je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a évidemment la responsabilité. La réponse est oui. Bon, la responsabilité de l'État ou d'une collectivité peut être engagée. La particularité, c'est que ça ne relève pas de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire des tribunaux de commerce, mais ça réserve de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif lorsque la responsabilité est recherchée au titre de l'exercice d'une mission de service public.
Hein, donc là, on considère qu'on obtient une aide publique, c'est une mission de service public. Voilà, c'est à ce titre-là, ça relève plutôt des tribunaux de l'ordre administratif. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut effectivement qu'il y ait eu. Alors, imaginons, une société s'est vue octroyer une subvention, puis 6 mois passent, et puis en réalité, la société dépose le bilan. Donc, ça veut dire que la subvention a peut-être été accordée de manière inconsidérée. La communication des documents comptables n'était pas suffisante. La situation est en réalité obérée si on l'examinait bien dans le détail, etc., etc. Ça peut être un premier motif, mais la conséquence de cette situation, c'est que finalement, tout ça aboutit à masquer un état de cessation des paiements. Et là, on revient un peu dans le droit commun d'ailleurs. Et en fait, ça masque un état de cessation des paiements et on poursuit une activité qui est gravement déficitaire. Donc en réalité, cette subvention qui a été obtenue ne fait que masquer une situation déjà largement obérée. Et là, on peut engager la responsabilité. Donc là, pour répondre à la question plus rapidement, premièrement, oui, la responsabilité peut être engagée. Probablement que si le dossier est bien instruit, on n'obtiendra pas les aides publiques si la situation de l'entreprise est obérée, à moins qu'elle ne soit obérée, mais qu'il y ait une solution à court terme qui permettra de sortir de l'état de cessation des paiements ou de cette situation obérée avec l'arrivée d'un tiers notamment. Voilà. Et en toute hypothèse, si la responsabilité devait être recherchée, il faudra regarder d'abord devant le tribunal, quasiment tout le temps devant les tribunaux de l'ordre administratif. Il faudra rechercher, premièrement, est-ce que le dossier a été correctement instruit ou pas? Est-ce qu'on était de bonne foi, autrement dit, lorsque la subvention est accordée? Est-ce que l'organisme qui l'a accordé a bien fait son travail, premièrement? Et deuxièmement, est-ce ça a contribué à constituer un préjudice à la collectivité tout entière parce qu'on a masqué un état de cessation des paiements ou une situation obérée de l'entreprise? La question n'était pas prévue. Voilà ce que je peux en dire. Michel, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi je peux rajouter 2 points. Nous, on a en effet, hein, vous l'avez dit au tout début, la majorité des aides sont exclues dans les conditions, la situation d'une procédure collective. Et en plus de ça, on demande souvent une attestation de régularité fiscale et sociale, ce qui est en général pas le cas quand on est en difficulté. Donc ça exclut de facto en difficulté, mais on a une catégorie dédiée à ça, les aides pour les sociétés en difficulté, qui permet donc voilà d'identifier certaines aides qui sont souvent des renégociations, enfin l'accès à certains médiateurs ou des aides de refinancement dans des cas de difficulté. Notamment, on a eu la plus connue qui était le PGE à ce moment-là. Ensuite, pas sur les difficultés, mais j'ai eu d'autres questions. J'ai vu la question est-ce que les aides aux associations sont répertoriées sur mes aides publiques Infogreffe? Alors, on n'est pas spécialisé dans les associations aujourd'hui, mais on en a mis 500. Donc, on est en train de les ajouter, de faire un travail dessus. C'est-à-dire que sur le moment, on peut faire une recherche, mais je préfère pas encore revendiquer l'association. Mais en tout cas, voilà, on est quand même la base d'aide publique qui a le plus d'aide publique sur les associations aujourd'hui. Sachant qu'encore une fois, hein, c'est un outil dédié aux professionnels. Donc, je vous invite vraiment à contacter votre cabinet pour être accompagné sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous parler de la règle de minimis et sur le cumul des aides? Alors, c'est un sujet qui est très complexe et qui va être très difficile à résumer en 1 minute. Bon, faut savoir que, en effet, il y a des plafonds pour les aides publiques. La règle de minimis est un plafond qui est le plafond le plus connu, mais il y en a plein d'autres. Chaque régime dérogatoire a son propre plafond. Et les aides de minimis, c'est une sorte de régime dérogatoire qui a des seuils de mémoire, je crois que c'est 200 000 euros, répartis sur 3 ans, avec des règles d'équivalence en fonction de est-ce que c'est une aide en subvention ou en forme de prêt, parce qu'un prêt, vu qu'on doit le rembourser, il va un peu moins compter dans le plafond. Donc voilà, il faut connaître ces règles-là qu'on va pouvoir retrouver assez facilement sur le site des aides européennes. Donc ça, c'est plutôt voilà, le travail justement d'un conseiller qui pourra vérifier si vous rentrez dans les clous. Donc on demande toujours d'ailleurs en amont d'un montage dossier
quelles sont les aides précédentes que tu as obtenues. Le travail du conseiller, ça va être de regarder pour chacune des aides, c'est quoi le régime dérogatoire associé, et comme ça, on va pouvoir savoir dans quel plafond on va piocher. Et donc, on peut cumuler les aides à condition que l'aide ne finance pas 2 fois la même dépense et qu'on ne dépasse pas les plafonds, évidemment. Merci beaucoup, Alors, Michel, voilà, moi, pour cette réponse. je suis un complément sur l'aide des minimis. Bon, alors c'est vrai que alors, d'une manière générale, ça sert à quoi? Ça sert avant tout au niveau européen à s'assurer qu'il n'y a pas d'infraction aux règles en matière de concurrence, parce que en fait, au départ, ces règles-là, elles ont surtout été dictées pour ça, pour éviter qu'il y ait donc le principe, c'est j'ai une règle, je régule, j'applique une règle, et la règle étant et donc ensuite c'est censé éviter finalement, puisque c'est déclaratif, c'est censé éviter finalement un certain nombre de contrôles. Bon, ça c'est au niveau européen, c'était bon finalement ça s'applique pour des règles essentiellement des règles qui sont liées à la concurrence. Maintenant, la difficulté, c'est qu'il y a il y a beaucoup d'aides en fait qui sont concernées par le sujet. Souvent, ces règles-là, elles s'appliquent d'ailleurs parce que ce sont, Michel en a un peu parlé, mais les aides, elles sont tellement, vous l'avez vu, elles sont tellement variées en réalité, et parce que c'est lié à des sujets qui sont des sujets liés à la concurrence, c'est souvent des sujets qui sont liés à la recherche au développement, à l'innovation. C'est surtout là qu'on va avoir des règles de minimi qui s'appliquent. Et puis elles sont très variées. Donc, c'est vrai qu'il faut être prudent euh, sur cette règle, sur cette application des 200 000 euros, parce qu'il y a d'autres plafonds. À chaque fois, il faut faire une petite étude, ça va assez vite, hein, et puis pour vous aiguiller. Mais bon, il n'y a pas de règle figée, je dirais, sur cette application de la règle des minimi. Voilà. Bon, on a terminé, non? Alors, on a d'autres questions. Si nous ne Ah, sommes pas très bien. partenaires de Mes aides publiques Infogreffe, nous orientons les chefs d'entreprise vers le portail. Une fois qu'il a indiqué son SIRET, comment se passe le processus? Il est mis en relation avec un expert pour connaître ses particularités, pour cibler les aides pertinentes ou pas forcément. Alors J'ai pas là, du coup, on compris. va J'ai pas compris, mais si. m'expliquer. Ouais. Donc, en effet, on a 2 sites. On a un site gratuit qui est notre fenêtre, notre produit d'appel, hein, pour que ça donne envie d'aller plus loin sur le sujet des aides publiques. Donc, qui permet de faire une première recherche, mais on n'a pas accès à tous les filtres, on n'a pas accès à toutes les aides, on n'a accès qu'aux aides les plus faciles d'accès. Et donc, si on veut aller plus loin, en effet, il y a la possibilité d'être mis en relation avec un cabinet d'experts. C'est notre tout premier système et aujourd'hui, c'est en gros un système où on postule, on candidate Vous et vérifiez que après, ces pièces qui étaient. Non, non. pardon. Et donc là, on peut candidater. En effet, un cabinet peut répondre. Moi, ce que je vous recommande quand même, c'est plutôt d'aller vers votre conseil référent. Comme ça, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui connaît votre dossier et qui est utilisateur de la plateforme. Oui, tout à fait. C'est pour ça, enfin, par exemple, chez Simon, nous, on a décidé de faire un rendez-vous qu'on offre en premier rendez-vous aux entreprises pour voir avec elles leurs besoins, pour voir quelles aides elles pourraient, de quelles aides elles pourraient bénéficier, afin de faire un premier tour et de voir ce qu'on pourrait proposer aux entreprises avec la connaissance de l'outil. Oui, Et enfin, donc, je... d'une manière générale, et de toute manière, ce qui est clair, c'est que l'outil, en fait, il est quand même utile si vous avez quelqu'un qui vous aide à le faire. C'est pas alors que ce soit l'expert comptable, que ce soit un consultant d'entreprise, que ce soit. Alors après, bien sûr, hein, ça peut être le DAF qui va s'y mettre. Bon, mais le DAF, le DAF, il pourra très bien y arriver, comme il pourra aussi s'y perdre. Ça dépend de la nature de l'aide, ça dépend si c'est une aide locale, ça sera plus simple, évidemment, de s'y retrouver, d'avoir les bonnes connexions que si c'est une aide européenne. Même une aide européenne, quand vous l'avez identifiée, si vous passez entre 20 et 30 coups de fil pour avoir le bon interlocuteur, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et même avec ça, au bout du compte, il y a quelques ajustements qu'il faut faire. Donc, en fonction de l'aide, de toute manière, euh, c'est plus simple quand on est accompagné. En tout cas, c'est ce que nous recommandons. Voilà, évidemment. Mais bon, vous pouvez aussi essayer de le faire par vos propres moyens avec mes aides publiques, qui vous permettra d'identifier ou d'avoir un début d'identification des aides. Mais après, il faut aller un petit peu plus, il faut aller un petit peu plus dans le détail. En tout cas, c'est ce que nous pensons.
mais je la comprends pas. Je vais peut-être demander de la préciser. Est-ce un terme juridique? Quelle est la définition de ce terme dans le contexte économique? Est-ce qu'on parle de termes au sens juridique du code civil? Enfin voilà, moi j'ai un doute sur la compréhension de la question. Est-ce que c'est possible de préciser? Véronique Grimal, s'il vous plaît, votre question. Et sinon, nous n'avons pas d'autres questions pour l'instant. Si jamais vous aviez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez notre courriel qui est indiqué sur la diapositive actuelle et nous serons très heureux de vous renseigner sur cette thématique du financement public. Voilà, et merci de votre participation. N'hésitez pas à poser des questions. On vous diffusera le slide qu'on vous a diffusé aujourd'hui. On vous diffusera les éléments. Et comme vous l'a dit tout à l'heure Valentine, nous, on est évidemment ouvert pour des premiers entretiens pour essayer de vous aiguiller et aussi pour vous donner le meilleur conseil qui soit. Encore une fois, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps à une autorité, quelqu'un qui délivre les aides au plan national, qui ne comprend pas pourquoi l'État a autant d'aides à diffuser et pourquoi il y a si peu d'aides qui sont finalement diffusées. Je vous parlais de plusieurs dizaines enfin plus de 10 milliards tout à l'heure parce que c'est le chiffre. Eh bien, tout ça, ça procède aussi de l'intérêt général et on sera très heureux de répondre à vos questions. Voilà, merci, bonne journée et encore merci pour votre participation. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Excellente journée. Au revoir.